Torah et Société a choisi cette semaine de revenir sur un sujet d'actualité dont on a beaucoup parlé, à savoir le livre d'Emmanuel Todd, Qui est Charlie, et sa polémique avec le Premier ministre Manuel Valls. Et en fait, au travers de ce livre et de cette polémique avec le Premier ministre, il va être question dans cette émission de l'esprit du 11 janvier qui a été mis à mal dans ce livre d'Emmanuel Todd. On va en parler avec vous, Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le livre d'Emmanuel Todd, sorti il y a quelques jours, fait déjà polémique, sachant que Emmanuel Todd, qu'on pourrait qualifier d'intellectuel de gauche, il est historien, démographe, eh bien, lui s'attaque à ceux qui sont descendus dans la rue le 11 janvier, c'est 4 millions de Français. Pour résumer en quelques mots, pour nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre, il dit que ce n'est pas la France qui est descendue dans la rue le 11 janvier, mais une certaine France, principalement d'anciens catholiques qui aujourd'hui sont des défenseurs acharnés de la laïcité. Et il ajoute même que ce n'est pas toute la France, mais certaines régions, et il note même que ces régions sont celles qui ont été anti-déréfusards, catholiques, puis vichistes. Le livre d'Emmanuel Todd se construit autour d'une idée que je qualifierais de la sorte. Comme vous l'avez rappelé, il dit que ce n'est pas la France de la Révolution française, celle des libertés, qui est descendue dans la rue tout autour du 11 janvier 2015. Mais que c'est la France qu'il qualifie d'inégalitaire, celle qui est issue des vieilles terres du catholicisme. C'est une France refermée sur elle-même, très conservatrice ou néo-conservatrice, pour reprendre son vocabulaire, qui est descendue dans la rue pour dire que c'est un devoir de caricaturer la religion des opprimés, des malheureux, à savoir des musulmans. Ça, c'est sa thèse. Alors maintenant, quelle est cette France qu'il qualifie d'inégalitaire et de néoconservatrice? Il dit que c'est une France catholique, mais une France catholique qui est devenue, et je reprends son mot à lui, zombie, sur lequel on a beaucoup glosé depuis la parution du livre et même avant sa sortie en librairie. C'est-à-dire qui est en état de vide métaphysique, qui est en manque de métaphysique. Et lorsque une France qui est en manque, ou une certaine partie de la France, qui est en manque de métaphysique, c'est-à-dire de valeur, c'est-à-dire de contenu, c'est pour ça que le mot religion est employé dans le sous-titre du livre, manque de métaphysique, c'est une certaine religion très pauvre. Eh bien, elle a trouvé, du fait qu'elle est très pauvre, parce qu'elle en avait besoin, des boucs émissaires en la personne des musulmans, afin de calmer en quelque sorte l'anxiété qui naît du manque que consciemment ou non on éprouve du fait que l'on est en insuffisance de valeur et que la métaphysique qui conduit notre pensée, celle des catholiques zombies dont il parle, serait pauvre et insuffisante. Et que pour calmer cette anxiété, cette France descendue dans la rue, qu'il qualifie d'inégalitaire et de néoconservatrice, a créé depuis un certain nombre d'années un laïcisme radical contre l'islam, et c'est selon lui ce laïcisme radical qui est la vraie menace pour l'unité de la France et pour la République. Et c'est donc par islamophobie que ce peuple de catholiques zombies ou d'inégalité est descendu dans la rue le 11 janvier.
Alors, il dit, la France, pour continuer, pour poursuivre ce que vous disiez à l'instant, il dit la France des classes moyennes centristes, vous et moi, c'est Emmanuel Todd qui parle, est en état de vide métaphysique abyssal, joue un jeu tout à fait perverse avec les musulmans pour se trouver des boucs émissaires. Mais on peut, Gilles Bernheim, démontrer l'inverse. Ce sont les classes moyennes qui ont le plus et le mieux contribué à l'intégration des musulmans en France, mais visiblement, Todd ne vise là qu'à leur diabolisation. Il semble maudire la bourgeoisie, d'ailleurs, dont il est issu. Oui, il est issu, d'ailleurs, il a des origines juives. Il a des origines agnostiques, il a des origines protestantes, je crois. Il est le fils de celui qui fut grand journaliste au journal, à l'hebdomadaire Nouvel Observateur, Olivier Todd. Mais ce n'est pas là le fond du problème. De fait, et c'est ce que Emmanuel Todd écrit, si en France, sur l'ordre des valeurs, il y a une crise, que d'aucuns appellent une crise des valeurs ou une crise religieuse ou une crise métaphysique. Ce n'est pas entre l'Europe sécularisée et l'islam, mais c'est entre un laïcisme radical islamophobe et l'islam comme religion des pauvres. Alors, le problème avec ce genre de thèse, je dirais comme avec l'ensemble du livre, c'est que tout ce qui y est écrit n'est pas nécessairement faux. Il y a des observations que je trouve très justes, très pertinentes, qui donnent à réfléchir et qui relèvent d'une intuition intellectuelle de qualité. Et il y a des choses aberrantes qui ne s'appuient sur aucune référence, plus des clichés auxquels ils n'échappent pas, et un mode de pensée qui m'est pour ma part viscéralement insupportable, qui est ce que des gens comme Pierre Manant, Alain Finkielkraut et tant d'autres appellent le sociologisme. Le sociologisme, c'est quoi ? C'est en fait l'idée que les hommes sont déterminés par la société dans laquelle ils vivent. Ils ne sont pas déterminés par leur éducation ou par leur culture, mais c'est la société qui fait les hommes. Donc, c'est aussi une manière de suggérer que, puisque ce n'est pas un problème de culture ou d'éducation, mais un problème de société, si la société est mauvaise, eh bien ceux qui en sont les premières victimes, ce sont les pauvres et les opprimés, ceux qui n'ont pas la possibilité de se révolter contre la société. Et de ce fait, les musulmans ont raison de se victimiser, puisqu'ils sont les victimes d'une société qu'ils n'ont pas nécessairement voulu. Mais aucune question n'est posée aux musulmans sur les carences de l'éducation dans les familles musulmanes, de la culture musulmane qui se confronte à celle de l'Occident. Ça, c'est un problème qui est passé sous silence. Le sociologisme, le fait que c'est une société qui détermine l'individu et qui a tendance à déresponsabiliser l'individu, dans la mesure où, puisque c'est la faute de la société, c'est la faute à personne ni à tout le monde, mais jamais à celui qui est confronté à des actes sur lesquels il doit faire des choix en toute conscience. Autrement dit, c'est une manière aussi d'infantiliser les musulmans en ne les considérant que comme victimes, que ce soit un jeu de la part des intégristes musulmans, je veux bien le croire, un jeu extrêmement pervers. Et ce qui n'est pas complètement faux dans la thèse d'Emmanuel Todd, mais qui est complètement dévoyé dans son livre, c'est l'idée que c'est vrai que l'islam intégriste joue sur le fait que l'identité en Occident est une identité en général molle. Parce que l'Europe s'est agrandie, mais ce qui en fait son essence, c'est-à-dire l'identité européenne, reste extrêmement fragile, pas seulement parce que les frontières bougent, mais parce que très peu de travail culturel, intellectuel a été fait pour donner un ciment identitaire à l'identité européenne. Or, à partir du moment où les Européens ont une identité fragile, une identité molle, il est extrêmement facile de combattre cette identité molle à partir d'une certaine idée que l'on veut laisser croire comme étant possible d'une identité forte, mais qui repose sur quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement fragile dans l'islam intégriste. Et c'est la raison pour laquelle des gens
qui vivent en Europe avec cette identité molle, qui finalement, des gens qui ont très peu d'identité. Et ce n'est pas un problème de conviction religieuse ou d'absence de valeurs religieuses. Tout d'un coup, on leur propose une identité forte qui leur donne l'impression qu'ils sont des gens forts, solides, qui ont une vision de l'histoire, mais qui en fait reposent sur très peu de choses, sinon sur le mépris de l'autre, vont basculer dans un islamisme intégral alors qu'ils n'étaient même pas musulmans. C'est ce qu'on appelle les loups solitaires, ceux que l'on n'a pas imaginé retrouver un jour sous la bannière du djihad alors qu'ils étaient auparavant des Français non musulmans, catholiques ou autres, mais qui ne se revendiquaient d'aucune religion. Or, l'islam intégriste joue là-dessus. Or, la lecture de Todd est particulièrement perverse dans la mesure où elle considère que l'islam intégriste ne joue sur rien du tout, qu'en fait, ce ne sont que des pauvres qui se révoltent contre un laïcisme dur qui veut, en fait, au nom des inégalités, les reléguer dans un espace à part et les mépriser. Ça, c'est un très mauvais service rendu, à l'islam en général, digne d'être honoré dès lors qu'il se comporte correctement en France. Et que l'éducation et la culture aient travaillé pour l'intégration, comme tant d'autres populations l'ont fait, et les Juifs l'ont fait avant eux. Eh bien, c'est un mauvais service qui est rendu à l'islam. C'est un très mauvais jugement qui est porté sur la France, qui est descendu le 11 janvier. Et je dirais c'est un très mauvais service qu'il rend à la France de demain. Mmh. Alors, dans ce livre d'Emmanuel Todd, il évoque aussi l'antisémitisme dans les banlieues à cause de la politique économique menée depuis des décennies. L'antisémitisme se développe dans les cités, la faute au libéralisme et au capitalisme. Même les plus anciens et les plus fervents marxistes n'ont jamais dit de telles choses. Écoutez, le fait de dire que si dans les banlieues des gens se comportent très mal, que c'est la faute de la société, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les parents les ont mal éduqués, ce n'est pas parce que la culture qui leur a été transmise, je ne parle pas même des valeurs religieuses, n'a pas rempli son devoir, ou n'a pas fait office de véritable éducation et de véritable culture, c'est parce que le néolibéralisme s'est montré inégalitaire, et qui dit inégalitaire dit dominant et dominé, et on retombe dans cette culture des dominants et des dominés, à savoir que les dominés sont des victimes, et que ce sont des personnes qui sont discriminées, ce sont des gens qui non seulement subissent la discrimination, mais vivent dans l'inégalité. Alors, on sait, même si Emmanuel Todd ne va faire aucun lien entre ceci et cela, que des gens comme Dieudonné revendiquent, au nom précisément de la réparation de fautes, entre guillemets, qui auraient été commises contre ceux qui sont des dominés aujourd'hui, demandent réparation. Et quand il dit il faut réparer les fautes du passé, comme certains l'ont fait lors de la visite de François Hollande aux Antilles, à savoir qu'il faudrait demander une réparation financière pour le mal qui a été commis à l'égard des Noirs qui sont devenus des esclaves. Attendez, on reste dans cette catégorie des dominés, et si on ne vous donne pas réparation, vous la prenez vous-même, cette réparation, ça donne, pardon de le dire en raccourci, ça donne Ilan Halimi, ça donne l'agression très violente contre ce couple à Créteil l'hiver dernier, à savoir les Juifs possèdent, les Juifs sont protégés, les Juifs sont partout, les Juifs sont solidaires. Nous ne sommes ni protégés, nous ne sommes ni partout, ni solidaires. Donc il est important d'aller reprendre ce que les Juifs se sont accaparés comme pouvoir, comme argent, comme position dans la société et comme source d'influence. Ça, c'est le raisonnement
d'hommes comme Dieudonné, mais d'une certaine façon, je ne dis pas que la cause, c'est le raisonnement d'Emmanuel Todd, mais les brèches dans le raisonnement d'Emmanuel Todd confortent le type de raisonnement que tient quelqu'un comme Dieudonné. Emmanuel Todd, qui poursuit dans son livre « Les classes moyennes françaises qui ne vont pas trop mal, lance les minorités les unes contre les autres. C'est génial, c'est du billard. Les ouvriers de souche s'en prennent au milieu populaire arabe, les jeunes maghrébins s'en prennent aux juifs et réciproquement. Et pendant ce temps, le système reste intact. » Écoutez, je lui laisse la responsabilité de ce genre de raisonnement. Nous n'allons pas prendre des minutes pour démonter ce type d'amalgame, mais une observation s'impose, c'est que, bon, là, il décrirait à la limite une minorité particulièrement irresponsable qui s'en prendrait à une minorité victimaire et la France laisserait faire et suivrait. Mais son raisonnement est plus pernicieux que ça. Emmanuel Todd écrit aussi dans ce livre, mais ça c'est au nom du sociologisme, c'est que si l'individu est le produit d'une société plus que de son éducation et de sa culture, il n'en a pas toujours conscience. Autrement dit, nombre de gens qui sont descendus manifester dans la rue n'avaient pas conscience ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Du mouvement qu'ils suivaient, et que d'une certaine façon, ils contribuaient au désordre, aux petits jeux antagonistes qui serviraient des forces supérieures, ce que vous avez décrit il y a quelques instants, et qu'il est très important que sa parole à lui, Emmanuel Todd, soit clamée haut et fort, parce que précisément, les gens n'ont pas conscience des tenants et des aboutissants de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils ne sont que victimes d'une société qui, au travers d'eux, déploie ses réseaux d'influence, l'homme n'étant que le produit de la société, ce qui veut dire que nous sommes en plein sociologisme et que de toute façon, puisque a priori il y a des dominants et des dominés, ça nous sommes, pardon de le dire, dans le prolongement de l'idéologie marxiste. Et si je dirais, en remontant plus haut, nous sommes chez Rousseau. Rousseau, contrairement à Voltaire, contrairement à Diderot, contrairement à Condorcet, et avec son agent exécutant plus tard durant la Révolution française, à savoir Robespierre, c'est beaucoup plus préoccupé de l'égalité que de la liberté et que l'usage que l'on doit faire de la liberté. Un bon usage de la liberté fait du sujet qui bénéficie de cette liberté quelqu'un de responsable, donc qui en fait un bon usage et non pas un mauvais usage. Mais si vous privilégiez le facteur égalité, et que vous confondez l'égalité et l'identité, c'est-à-dire la confusion des choses, à ce moment-là, vous basculez dans la terreur. Et ça aide à comprendre comment en si peu d'années, en 4 ans, on est passé de cette noble révolution de 1789 à la terreur en 1793. Au nom de l'égalité absolue, on coupe les têtes qui dominent ou qui ne veulent pas entrer dans le moule. Ça, c'est Robespierre, et Robespierre s'inspire des théories du Rousseau qui se trouvent au 5e chapitre du Contrat social, sans faire maintenant dans la culture et le pédantisme culturel. C'est un état de fait. Je suis assez étranger à la pensée de Rousseau, parce que Rousseau dit au départ, la nature était parfaite, les hommes étaient bien. C'est la société qui les a altérés, qui les a abîmés en quelque sorte, et qui a créé l'inégalité. Nous sommes dans les fondamentaux du sociologisme définis tout à l'heure, d'un côté, et de l'autre, dans une mise en exergue d'un principe d'égalité qui prime sur tout, y compris sur la liberté. Et quand l'égalité prime sur la liberté, cela conduit à la terreur. Mais encore une fois, comme dirait Emmanuel Todd, les Français n'en avaient pas conscience. Emmanuel Todd qui finalement ne s'interroge pas non plus sur le message ou les interprétations du Coran que peuvent faire certains musulmans et qui peuvent être dévoyés. Non, d'abord, je ne suis pas sûr que ça intéresse tant que ça. Je suis pas sûr qu'il... Je relie ça à l'antisémitisme. Oui, je suis pas sûr qu'il ait lui-même une lecture suffisante du Coran et une culture de l'islam suffisante pour aborder le sujet. Ce qui l'intéresse,
surtout, c'est ce qu'il appelle ce néoconservatisme des catholiques zombies, donc l'identité française, sachant que l'identité française, mais là on retrouve les thèses de gens comme Edgar Morin, comme Michel Onfray, comme Alain Badiou, comme tant d'autres malheureusement, qui tendent à considérer qu'une identité est en mutation permanente, et donc que l'islam en fait partie, et qu'au lieu de faire des musulmans des victimes, on ferait mieux d'intégrer les valeurs de l'islam à celles de la France. Il ne dit pas d'ailleurs que les musulmans n'ont pas des efforts à faire, mais ces efforts sont quand même relativisés par le fait qu'au départ, étant des victimes, on peut leur pardonner beaucoup de choses. Pardon de dire un mot sur l'usage que je fais du mot musulman, c'est dans la bouche d'Emmanuel Todd et pas dans la mienne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les musulmans, la religion musulmane et l'islamisme intégriste, mais du fait que dans les banlieues, on considère que ces pauvres musulmans ne sont que des victimes de la société, cela permet de fermer les yeux sur le totalitarisme que constitue l'islamisme aujourd'hui, qui d'ailleurs n'est qu'un substitut de l'islamisme, du totalitarisme communiste. Et là, on retrouve dans une certaine gauche qui était antifasciste, donc qui était contre Hitler, et qui a trouvé comme substitut d'Hitler le Front National. Et donc qui, de ce fait, comme le disait dans une émission récente Alain Finkielkraut, a trouvé, n'ayant plus Hitler, a trouvé en le Front National, et donc recherche partout des émules de Jean-Marie Le Pen. Donc on traque la lepénisation de la France, mais on s'intéresse très peu aux mécanismes totalitaires, parce que on était contre Hitler, mais on n'était pas tant que ça contre Staline. Et quand le communisme est tombé, eh bien, de totalitarisme, il n'y avait plus, alors que le totalitarisme qui s'est substitué au totalitarisme communiste, c'est manifestement aujourd'hui dans le monde, pas le seul, mais notamment le totalitarisme intégriste musulman. Cela, il faut aussi le rappeler. Un mot sur la polémique avec le Premier ministre. Emmanuel Todd dit que le politique ne doit pas intervenir dans le débat intellectuel. Est-ce que Manuel Valls a eu raison de répondre, d'intervenir ? Je pense que oui. La question de savoir si je suis pleinement d'accord avec le contenu de la réponse du Premier ministre est une autre chose. Mais l'objet de notre émission n'est pas de débattre sur le texte paru dans Le Monde d'Emmanuel Valls en réaction, comme s'il voulait freiner le mouvement, parce qu'il avait parfaitement perçu des risques de préjudice et de dommages causés par le livre d'Emmanuel Todd, donc il fallait d'emblée et très vite réagir. Ceci étant, ce qui reste, et que ce dont nombre de juifs ont parfaitement conscience, mais pas que des juifs, c'est que ce sociologisme-là ne se retrouve pas que chez Emmanuel Todd, mais se retrouve chez des personnalités de gauche qui s'appuient un peu trop aisément pour, je dirais, se masquer la réalité sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans parce que, point de suspension, mais il y a tant de gens qui l'ont dit et écrit que c'est inutile de le commenter, et puisqu'il ne faut pas stigmatiser, sinon cela veut dire qu'on domine, sinon cela veut dire qu'il n'y a pas d'égalité, comme si au nom de l'égalité, qui est quand même un des ciments de la pensée de gauche, il ne fallait pas créer de discrimination ou de souligner précisément le manque d'efforts à s'intégrer de certaines populations. Donc, on dit il ne faut pas stigmatiser, il faut au contraire égaliser, mais quand on dit égaliser, ça veut dire mettre à même hauteur des populations qui n'ont pas les mêmes responsabilités et qui ne se comportent pas de la même façon. Ça, c'est quelque chose c'est une chose contre laquelle Manuel Valls, beaucoup mieux que d'autres leaders de gauche dans le passé, essaye de lutter,
et je ne lui ferai pas de mauvais procès, mais ça reste quand même encore et toujours une tendance à gauche de mettre le principe d'égalité au-dessus du principe d'une difficile liberté, je ne parle pas de la liberté, mais d'une difficile liberté, c'est-à-dire d'une liberté responsable. Vous pensez que d'autres ouvrages sur le 11 janvier vont sortir et vont aussi créer d'autres polémiques ? Écoutez, certainement. Je ne suis pas dans le secret des maisons d'édition pour savoir qui va écrire quoi et à quel moment. Mais j'ai très envie de dire une chose sur la base de tout ce que nous venons de rappeler de la non-stigmatisation des musulmans. C'est quelque chose qui, après les manifestations du 11 janvier, s'imposait. Ce que j'ai envie de dire aux musulmans, et j'ai entendu un écrivain, un journaliste, Yann Moix, le dire ou l'écrire, je ne sais plus, il demandait aux musulmans de nous aider. C'est-à-dire aux musulmans en général, il ne parle pas des intégristes, aux musulmans, c'est-à-dire d'être moins silencieux, d'être plus pédagogues, afin de nous aider à comprendre la maladie qui gangrène l'islam. Parce que l'islamisme vient quand même de l'islam. Il ne suffit pas de dire, comme le disent tant de musulmans, l'islamisme, c'est pas nous, on ne se reconnaît pas, c'est pas ça le Coran, etc. C'est un peu facile. D'accord, l'islamisme ne doit pas être identifié à l'islam, c'est une dérive meurtrière, mais c'est quand même une maladie qui gangrène l'islam. Autrement dit, ce que nous demandons aux musulmans, c'est qu'ils essayent de comprendre avec nous pourquoi l'islam est gangréné de l'intérieur et qu'est-ce qui, dans la religion musulmane, rend possible cette gangrène. Il ne faut pas avoir peur d'étudier les symptômes qui existent chez soi et qui, si on ne les traite pas, peuvent conduire à des dérives meurtrières. C'est au contraire un signe de courage de dénoncer ses propres faiblesses ou ses propres insuffisances. C'est marquer que l'on a des racines solides et qu'on ne craint pas certaines remises en question pour affirmer quelque chose de beau, de fort et de durable. Et de ce fait, je pense qu'il appartient aussi aux musulmans de dire, avec les mots de la culture française, l'apport qui peut être le leur à cette culture, à cette société française. Il ne suffit pas de parler du pluralisme, de la diversité. Si nous sommes dans une république, cela veut dire que les valeurs des uns et des autres se retrouvent dans ce socle, dans ce ciment que représente la République. Et ce n'est pas quelque chose d'hétéroclite, la République. C'est-à-dire un agrégat de toutes sortes de choses venues de toutes sortes de temps et de toutes sortes de lieux que l'on ferait miraculeusement cohabiter. Il y a un ciment. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est une protection. Il y a un ciment qui s'appelle la République et nous demandons aux musulmans de nous dire ce qui, dans les valeurs de l'islam, contribue à l'enrichissement de la République française avec son histoire et sa géographie. Ça, c'est quelque chose qui est très important et j'aimerais beaucoup que la France, la République française, que certaines couches de la population, au lieu de parler des dominants et des dominés, des discriminés et des victimes, au lieu de parler du malheur français comme si, d'une certaine façon, on se sentait coupable de ce qui avait été fait aux musulmans ou aux arabes autrefois, eh bien, comme que la France dise c'est au fait qu'elle parle de ce qu'il y a de plus beau, de plus riche, de plus important, dont tout un chacun, de quelque religion ou sans religion, peut s'inspirer. Et cela aidera tant de gens à aimer la France et à se sentir de véritables citoyens français. Ce n'est pas par le souvenir des malheurs, des insuffisances et de la culpabilité que l'on forge une nation. La République française sera belle et forte à partir du moment où elle sera aimée et que tant et tant de citoyens donneront envie de l'aimer par la culture et l'héritage transmis. On va changer de sujet, Gilles Bernheim. On va dire un mot sur la maison d'études juives au féminin avec un cours dimanche prochain. Oui, c'est un après-midi d'études
comme il y en a chaque mois, le dimanche, dans le cadre, il y a des cours toute la semaine, mais une fois par mois, il y a une journée d'études, c'est-à-dire un après-midi d'études, dans le cadre de la synagogue de la Victoire avec entrée 17 rue Saint-Georges, en général, ou parfois 44 rue de la Victoire, mais d'abord 17 rue Saint-Georges et ici, c'est l'un à côté de l'autre. Un après-midi d'études qui commence à 13h30 précise et qui s'achève vers 18h sur le thème de la sainteté du corps et de la santé mentale et de la santé du langage. Je veux dire par là que l'on dit très souvent qu'il y a des lois religieuses dans la Torah qui contraignent le corps, les lois d'impureté conjugale, les lois de purification, etc. Donc le corps est soumis à des lois pour être sanctifié. Or, ce que l'on observe dans la communauté, dans la société, c'est qu'un strict respect est indispensable, mais que parfois, il génère des troubles. C'est-à-dire des gens qui, au niveau du mode de pensée ou d'expression, ont soit une grande pauvreté, soit une grande souffrance, parce qu'ils se sentent enfermés dans l'application des lois religieuses qui touchent au corps, et se sentant enfermés, ils vivent mal cela avec les risques de souffrance au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, au niveau du langage. C'est une question qui est ouverte. Donc c'est une question à laquelle les enseignants souhaitent répondre par l'étude sur texte de 13h30 à 18h. Il y aura Madame Rosine Cohen, enseignante au Beth Midrash Anachim. Il y aura Joël Bernheim, qui est la responsable du Beth Midrash Anachim et créatrice, et moi-même, de 13h30 à 18h, dimanche prochain, 17 rue Saint-Georges, Paris 9e, dans le cadre de la synagogue de la Victoire. Dimanche prochain, nous serons le 17. Le 17. C'est la fin de Torah et Société. Merci et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir.